Le vent fouettait le visage de Clara Rollins comme une lame glacée, lui coupant presque la respiration tandis que sa robe noire claquait contre ses jambes. Elle ajouta la dernière pelletée de terre gelée sur le tertre où reposait désormais son mari James, emporté par une violence qu'elle revoyait chaque nuit. Autour d'elle, il ne restait plus personne. Les quelques habitants de Sajollow avaient déjà regagné la chaleur de leur maison après avoir observé la cérémonie de loin, partagée entre compassion et jugement. Ils murmuraient que James avait causé sa propre perte en défendant une terre qu'un homme plus puissant convoitait. Clara, à seulement 24 ans, ne ressentait plus qu'un creux douloureux qui lui pesait sur les épaules. Leur rêve d'une vie libre, construit à force de travail, avait été réduit à un simple lopin de terre marqué par une tombe. Le retour à leur cabane lui donna l'impression d'entrer dans une autre sépulture. Le chapeau de James pendait toujours à son clou, sa tasse de café trônait encore sur la table, et l'odeur de tabac flottait dans l'air glacé. Trop lasse pour rallumer le feu, elle s'était couchée sous une couverture usée, tentant de disparaître dans son chagrin. Le lendemain, le banquier Henderson vint lui annoncer que la terre, achetée au nom de James, serait reprise par la banque faute de paiement. Il lui laissa une semaine pour partir. Clara essaya de vendre leurs effets, les outils de James, le fauteuil à bascule qu'il avait fabriqué, le peu de meubles qu'il possédait. Les voisins passaient, non pour acheter, mais pour observer, murmurant que les objets d'un défunt attiraient le malheur. Très vite, ses économies fondirent, et personne à Sajollow ne voulut lui offrir de travail. Ni l'hôtel, ni le magasin général, où l'on craignait qu'embaucher une jeune veuve apporte des ennuis. Isolée, affamée, elle finit par se retrouver avec seulement quelques denrées. C'est alors que Silas Croft, le riche propriétaire terrien du comté, l'aborda au coucher du soleil. Avec sa voix douce et calculée, il lui proposa de la protéger en échange de services dans sa grande maison. Clara comprit aussitôt qu'il n'offrait pas un emploi, mais une dépendance déguisée. Elle refusa fermement. Croft partit, laissant derrière lui une menace voilée. Cette nuit-là, Clara décida de quitter le monde qu'il avait rejeté. Elle rassembla quelques affaires, prit le revolver de James et scellant Daisy, sa jument, elle se dirigea vers les montagnes où personne ne pourrait la dénigrer. Le voyage devint rapidement dangereux. Un blizzard soudain effaça le sentier, le vent déchirant ses vêtements et la neige l'aveuglant. Épuisée, gelée, elle finit par s'effondrer, apercevant à peine une forme sombre, peut-être une cabane, avant que tout ne devienne noir. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle sentait une chaleur profonde. Elle était dans une petite cabane rustique, enveloppée dans une couverture en fourrure, le feu crépitant dans l'âtre. Un homme silencieux, robuste et vêtu de cuir, la regardait depuis une chaise près du foyer. Son visage marqué par la vie et sa barbe épaisse lui donnaient un air dur, mais ses yeux d'un bleu clair restaient insondables. Il lui tendit un bol de bouillon fumant et dit seulement « Bois ». Il se présenta comme Ellie Carvey. Il l'avait trouvée presque ensevelie dans la neige alors qu'il vérifiait ses pièges. Peu bavard, il lui annonça simplement que la tempête pouvait durer plusieurs jours et qu'elle resterait ici jusqu'à ce qu'elle puisse remonter à cheval. Durant les jours qui suivirent, la neige s'accumula contre les murs de la cabane, isolant totalement l'endroit. Ellie sortait chaque matin pour chasser et rentrait en silence, déposant du gibier avant de s'asseoir près du feu. Il évitait son regard, mais veillait toujours à ce qu'elle mange et reste au chaud. Il avait même nettoyé et huilé le revolver de James, qu'il avait replacé près de son lit improvisé. Clara ne savait pas s'il s'agissait d'un geste bienveillant ou d'un rappel de la réalité dangereuse dans laquelle il vivait. En retrouvant un peu de force, elle se mit à aider, balayer, cuisiner, tenir la petite pièce en ordre. Le parfum du ragoût qu'elle préparait semblait, l'espace d'un instant, transformer cette cabane perdue dans la tempête en refuge. Ellie accepta son aide sans un mot, mais quelque chose, dans la tension silencieuse qui les séparait, commençait peu à peu à changer. Il se leva, imposant, et lui déclara qu'elle ne comprenait rien au monde, qu'elle venait d'une existence protégée auprès de son époux et qu'elle croyait tout savoir alors que ce n'était pas le cas. La mention de son mari, de cette vie brisée, lui fit l'effet d'un choc. Sa vie n'avait jamais été un refuge, son mari avait été abattu pour un morceau de terre et elle l'avait enterré elle-même avant d'être rejetée par son village et laissée sans ressources. Elle lui répondit donc de ne jamais prétendre connaître ce qu'elle avait traversé. Les larmes d'émotion lui montèrent aux yeux et elle ajouta que rien de ce qu'il fuyait ne pouvait être pire que ce qu'elle avait perdu. À ces mots, la colère de l'homme se dissipa, laissant place à quelque chose proche de la peur, et il détourna le regard avant de murmurer que, si, cela pouvait l'être. Son irritation n'avait été qu'un rempart pour la tenir à distance.
Dès lors, une fragile accalmie s'installa entre eux. Ils réparèrent ensemble la cabane endommagée par la tempête, comblant les espaces entre les rondins en travaillant côte à côte dans un rythme silencieux. Peu à peu, la montagne ne lui sembla plus être une prison, mais un refuge partagé. Un soir, un hurlement de loup résonna tout près de la cabane. Clara sentit une peur instinctive l'envahir, habituée aux vastes plaines, non à ces dangers invisibles. Ellie, assis près du feu, nettoyait son arme sans réagir, mais elle vit son attention se tendre. Le hurlement se répéta, si proche qu'il paraissait venir de derrière le mur. Clara sentit toute sa solitude, toute la vulnérabilité de ses semaines d'errance remonter d'un coup. Elle observa son propre couchage froid, puis regarda Ellie, silhouette solide et silencieuse près des flammes. Il était un homme marqué par la violence, mais en cet instant, il représentait la seule force entre elle et la nuit glaciale. Tremblante, elle se leva et se glissa doucement dans sa couverture. Ellie se figea, immobile comme une statue, sans dire un mot. Elle s'attendait à être repoussée, mais il resta silencieux. Le loup hurla encore, et Clara se rapprocha instinctivement de sa chaleur. Dans un souffle presque inaudible, elle murmura qu'elle avait besoin de ne pas être seule. Ellie ne répondit pas, mais après un long moment il posa son arme et s'allongea près d'elle, le dos tourné. Quand un nouveau hurlement lacéra la nuit, il l'attira doucement contre lui, son corps chaud servant. De rempart contre le froid et la peur. Il la garda ainsi jusqu'à l'aube. Le lendemain, sans un mot, Ellie était déjà dehors à couper du bois, mais l'atmosphère avait changé. Un lien silencieux s'était créé entre eux. Les jours suivants, isolés par une neige toujours plus épaisse, ils adoptèrent une routine simple et essentielle. Ils chassaient et coupaient du bois, elle cuisait les repas et transportait la neige pour l'eau. Ils apprirent les habitudes l'un de l'autre, partageant un quotidien sobre et calme. Un jour où le ciel s'éclaircit, Ellie décida d'aller pêcher et Clara insista pour l'accompagner malgré le froid. Elle attrapa un poisson et, pour la première fois depuis longtemps, un rire lui échappa. Ellie esquissa un léger sourire, rapide mais bien réel. Plus tard, elle osa lui demander ce qu'il était avant cette vie de montagne. Il répondit, la voix lasse, qu'il avait essayé d'oublier l'homme qu'il avait été. Le soir venu, elle se confia à son tour, racontant la mort de son mari, tué par les hommes d'un riche rancher qui voulait leur terre et qui l'avait abattu devant leur porte. Elle avoua sa culpabilité d'avoir survécu. Ellie, silencieux, l'écouta simplement. Puis il révéla son propre passé. Autrefois tireur engagé, payé pour protéger des intérêts ou régler des conflits, il avait été impliqué dans une fusillade où une fillette innocente avait perdu la vie. Depuis ce jour, il avait renoncé à ce métier et s'était réfugié dans la montagne pour disparaître. Leurs deux histoires, lourdes de remords différents, se répondirent comme deux miroirs brisés. Cette nuit-là, une tempête si violente qu'elle semblait répondre à leur confession frappa la cabane. Le vent arracha la porte, la neige envahit l'intérieur, puis la cheminée s'effondra, éteignant le feu. Dans un froid mordant, ils improvisèrent une dernière source de chaleur en brûlant leurs meubles. Près d'une flamme fragile, serrée sous les pots et les couvertures, ils se retrouvèrent face à une épreuve où le simple fait de tenir ensemble représentait leur unique chance de survie. Ainsi, dans cette obscurité glaciale, Clara comprit que malgré leurs blessures et leurs secrets, ils n'étaient plus seuls. De la terre humide montait une odeur profonde et sombre qui traversait le froid rigide de l'hiver, tandis que le ruisseau autrefois silencieux retrouvait peu à peu sa voix, passant d'un murmure fragile à un grondement libre dès que la glace se retirait. Les oiseaux revinrent, leur chant brisant la quiétude que Clara et Ellie avaient partagée pendant des mois. Le dégel transforma autant l'intérieur du refuge que le monde extérieur. La pénombre constante céda la place à une lumière vive qui entrait par la fenêtre, révélant la poussière en suspension et les nouvelles marques de sérénité autour des yeux de Clara. Ils s'éloignèrent davantage de leur abri, explorant un territoire qui s'étendait au rythme de la neige qui disparaissait. Ensemble, ils cueillirent les premières pousses tendres d'oignons sauvages et de crosses de fougères, et Ellie lui montra encore quelles racines étaient comestibles et quelles plantes pouvaient s'avérer mortelles. Ils réparèrent les dégâts de l'hiver, posant côte à côte de nouvelles plaques de tourbe sur le toit, échangeant parfois un outil, leurs mains se frôlant, ou bien un geste discret lorsqu'Ellie la stabilisait sur l'échelle. Une complicité nouvelle s'était installée entre eux, une proximité silencieuse née de cette nuit passée ensemble dans la tempête, une intimité devenue inévitable. Leur existence restait fragile, une bulle de calme dans un monde rude, et ils savaient que rien n'était acquis. Pourtant, sous le soleil de printemps, il était facile de croire que rien ne pourrait les atteindre. L'intrusion survint un mardi ordinaire.
Clara nettoyait une marmite au bord du ruisseau quand Blue, le chien d'Ellie, émit un grognement sourd. Un homme sortit alors de la forêt, tirant une mule chargée de fourrure. C'était un vieil homme sec, le visage tanné par les années, qui les salua avant de s'installer près du feu à la demande ferme d'Ellie. Pendant 1 heure, il parla du monde extérieur, les conflits autour du chemin de fer, les tensions dans le nord, les prix qui montaient en ville. Puis, au moment de partir, il dévisagea Ellie, la reconnaissance traversant lentement son regard. Il prétendit l'avoir déjà vue sur des affiches d'hommes recherchés, sous le nom de Black Carvé, avec une récompense élevée. Le silence s'abattit sur la clairière et Ellie répondit d'une voix glaciale que cet homme n'avait rien vu ni personne rencontré. Terrifié, le visiteur s'enfuit. Quand il fut parti, Clara demanda des explications. Ellie, sombre, lui avoua que ce surnom reposait sur un mensonge créé pour protéger son jeune frère, Samuel, responsable d'un tir accidentel qui avait coûté une vie. Pour sauver ce frère qui avait une famille, Ellie avait accepté d'endosser la culpabilité et vivait depuis en fugitif. Comprenant la noblesse de son sacrifice, Clara voulut le convaincre de partir avec elle, recommencer ailleurs. Mais il refusa, persuadé que son existence n'était qu'un nombre condamné à rester isolé pour ne pas mettre d'autres vies en danger. Leur dispute fut vive, jusqu'à ce qu'elle lui avoue son amour sans qu'il puisse le lui rendre, non par absence de sentiments mais par peur de tout perdre. Cette nuit-là, Clara décida d'agir seule. Avant l'aube, elle quitta la cabane pour redescendre vers Sage Hollow afin de dénoncer Silas Croft, l'homme qui avait causé la mort de son mari, espérant faire réexaminer le dossier d'Ellie en échange de son témoignage. Mais sur la route, elle tomba dans une embuscade tendue par les hommes de Croft, qui voulaient faire taire tout témoin. Elle tenta de se défendre, blessa l'un d'eux, mais fut maîtrisée et frappée, sombrant dans l'inconscience. Pendant ce temps, Ellie se réveilla et découvrit sa disparition ainsi que la jument Daisy revenant seule. Un mélange de terreur et de colère glacée le transforma aussitôt, et il suivit la piste avec une précision implacable. Lorsqu'il atteignit une clairière où Clara était ligotée et menacée, il observa les ravisseurs s'apprêtant à la faire disparaître pour de bon. Sans un mot, il avança avec la froide détermination d'un homme prêt à tout pour la sauver. Dans le partage silencieux de leurs blessures les plus profondes, elle leva la main et effleura doucement son visage, son pouce glissant sur sa barbe rêche. Ses yeux se remplirent de larmes, non par tristesse, mais d'un immense soulagement. « Tu es venu pour moi », murmura-t-elle, comme une évidence, une question et une prière réunies. Pour la première fois, il la laissa voir jusqu'au fond de son âme. L'affection qu'il avait tenté de cacher, la loyauté farouche qui l'avait poussé à enfreindre son serment le plus sacré. Les mots jaillirent d'un endroit plus profond que la pensée, « Je l'aurais toujours fait ». Il se remit lentement. Clara veillait sur lui avec une patience tendre, une présence douce et constante. Au fur et à mesure que son corps guérissait, son esprit se reconstruisait aussi. La noirceur silencieuse qu'il avait suivie pendant des années commençait à reculer, laissant place à une petite lueur d'espoir. Ils discutaient des heures durant, emplissant la petite cabane de leurs histoires, de leurs craintes et de leurs projets. Il parla de son frère Samuel, de la vie qu'il espérait qu'il menait. Elle évoqua James et le bonheur simple qu'il voulait bâtir avant que la cupidité de Silas Croft ne détruise tout. Ils n'étaient plus 2 êtres isolés. Ils formaient désormais une unité forgée dans l'épreuve. Lorsqu'Ellie fut assez fort pour monter à cheval, ils comprirent qu'ils devaient choisir, rester cachés ou affronter ce qui les attendait. Le trappeur savait qu'Ellie était en vie, l'homme blessé de Croft aussi. Le monde se refermait autour d'eux. On pourrait encore partir, souffla Clara un soir. On pourrait aller jusqu'en Oregon. Ellie lui prit la main. Fuir t'a presque coûté la vie. J'ai fui pendant 10 ans. Ça s'arrête aujourd'hui. On y retourne ensemble. Le mot résonna en elle comme une promesse. 2 jours plus tard, ils entrèrent dans Sage Hollow en pleine lumière, avançant au centre de la rue principale. Ellie, pâle, le bras immobilisé, se tenait pourtant droit. Clara, à ses côtés, mêlait inquiétude et détermination. Leur retour provoqua un tumulte, porte qui s'ouvre, chuchotements, regards discrets derrière les vitres. Certains détournaient le regard, mais d'autres, comme Mr. Gable du magasin général, saluèrent Clara d'un signe respectueux. Ils descendirent de cheval devant le bureau du shérif Miller. Surpris, celui-ci leva les yeux de ses dossiers. « Madame Rollins, nous pensions, enfin, je suis heureux de vous savoir saine et sauve. » Son regard glissa vers Ellie. « Voici Ellie Carvé,
dit Clara d'une voix ferme. Et je suis ici pour signaler un crime. L'assassinat de mon mari, James Rollins, par des hommes travaillant pour Silas Croft. Elle raconta tout, les droits sur l'eau, la décision de James d'aller voir le Marshal, l'attaque au Homestead et l'embuscade. Elle parlait avec une force nouvelle, sa douleur transformée en exigence de justice. Le shérif, mal à l'aise, tenta de protester. Ellie posa alors son ceinturon d'armes sur le bureau. « Je suis recherché sous le nom de Black Carvey. Mais les crimes dont on m'accuse ont été commis par des hommes protégés par les mêmes puissants que Croft. J'ai pris la faute pour sauver mon frère. Mais aujourd'hui, je parlerai. » La ville se déchira. Certains les critiquaient, d'autres détournaient le regard en les croisant. Mais peu à peu, les fermiers et les petits éleveurs, lassés d'être écrasés par Croft, commencèrent à murmurer entre eux. Ce n'étaient plus deux fugitifs qu'ils voyaient, mais deux personnes qui osaient dire ce que tous taisaient. Le lendemain, l'un des hommes de Croft, le bras en écharpe, vint se poster devant l'hôtel. Sans un mot, il fixait la fenêtre de Clara. Terrifiée, elle alerta le shérif, mais celui-ci refusa d'intervenir. La nouvelle de son inaction se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, la ville commença à changer. Le forgeron gardait un marteau près de sa porte, Mr. Gable nettoyait un fusil impeccable, des fermiers restaient en ville plus qu'à l'habitude, leurs véhicules positionnés autour de l'hôtel comme une barrière discrète. Puis, au crépuscule, 6 cavaliers arrivèrent. Ce n'étaient pas des travailleurs, mais des hommes de main, venus pour éliminer Clara et Ellie. Ils tentèrent de contourner la rue pour surprendre l'hôtel, mais trouvèrent la forge éclairée, Mr. Peterson tenant un fusil. « Vous n'irez pas plus loin. » La première détonation vint d'une fenêtre du 2e étage. Ellie venait d'abattre l'un des attaquants d'un tir précis. Alors la bataille éclata. Des coups de feu retentirent partout, le calme du soir se brisant en un grondement assourdissant. Des habitants, jusque-là silencieux, prirent position sur les toits et devant leurs maisons. Clara rechargeait les armes avec une concentration fébrile, passant à Ellie un fusil chargé dès qu'il en avait besoin. Ils formaient un duo parfait, soudé par la nécessité et la détermination. Les hommes de Croft, surpris d'être pris en tenaille, tombèrent les uns après les autres. Finalement, il n'en resta que 2. L'un voulut fuir, mais au même moment, le chef de la bande se redressa et visa Clara. Ellie n'eut pas le temps d'ajuster son tir, il se jeta sur elle pour la protéger. Le bruit de la balle remplit la pièce. Ellie s'effondra contre le mur, touchée en pleine poitrine. Le combat cessa peu après. Le dernier tireur fut neutralisé par le forgeron, et l'un d'eux prit la fuite, gravement blessé. Lorsque le silence tomba, Clara se précipita auprès d'Ellie. Un médecin parvint à retirer la balle. Par miracle, elle avait manqué le cœur. Ellie resta entre la vie et la mort plusieurs jours, et Clara ne quitta pas son chevet. La ville, désormais solidaire, les entoura de soutien. Même ceux qui les avaient jugés apportaient nourriture, draps ou veillaient devant l'autel. Croft, quant à lui, disparut du comté 2 jours après la fusillade. Quand Ellie put enfin marcher, ils retournèrent ensemble vers les montagnes. Ce n'était plus une fuite, mais un retour. La cabane, endommagée par l'hiver, devint leur chantier commun. Ils la reconstruisirent lentement, bûche après bûche, pierre après pierre, dans une harmonie simple. Elle n'était plus un refuge pour un homme traqué, mais un foyer né de leur survie partagée, de leur courage et de leurs liens retrouvés. Ovos? Você diz usar Rubrânia? É, tipo isso. Pisar em ovos. Ah, mas aí Arcânia também era, por causa do S. É, mas aí não por causa da arcana em si, mas por causa do Esses, né? É, mas aqui também não é por causa da Rubrânia em si, é por causa do gás, que é feito de Rubrânia desancorada, que deve ser alguma antimatéria de Rubrânia. Por exemplo, como é que você tá se sentindo? Melhor, pra falar a verdade. Mas os primeiros dias foram bem intensos. Meio que tudo que eu tinha passado com a morte da Fan, com a morte da Celine, todos os sentimentos viraram uma bola de neve e eu só queria descontar em todo mundo. É, faz sentido, você tava passando por vários sentimentos. E meio que Rubrânia faz bom uso disso, porque se você tem raiva pra botar pra fora, você tem muita coisa pra botar pra fora.
Mas. Falando nisso, agora que eu parei pra pensar, a Mona nunca mais apareceu pra você? Ela Falando, apareceu. parando pra pensar em pessoas que você ama. Ela apareceu não faz muito tempo no domo. Ela agora Ela tá apareceu? usando. Aham, ela tá usando o fluxo da Mona de Rubrânia. Mas elas Hum. ficam trocando de lugar de vez em quando, assim. E. E ela tá bem. Eu falei pra ela fazer amizade com a Mona de Rubrânia pra elas se entenderem um pouco melhor. Ela disse que elas estão se entendendo agora. Uhum. Elas meio que trocam de lugar, assim, quando Aham. querem. E ela disse que a Mona de Rubrânia faz um excelente trabalho e tudo mais. Mas ela tá bem, tá bem. Ela não ficou muito tempo na última visita dela, mas eu mostrei todo o domo pra ela.